Choisir un camp. Chapitre 17. Constance. Walter, 28 septembre 1945. Ce matin, j'ai reçu mon avis de démobilisation. The Honorable Discharge from the Army of the United States, à compter du 1er octobre, et à ma grande surprise, avec le grade de major. Ironiquement, je termine ma courte carrière dans l'armée américaine avec le même grade que dans la Wehrmacht. Je n'avais reçu jusqu'alors que le Separation Qualification Record, relatant mes différentes affectations et ma formation spécifique, autrement dit, mes états de service. Document qui me sera utile auprès de mes futurs employeurs. Je me permets donc d'utiliser le téléphone d'Étienne pour appeler, non sans difficulté, le directeur de l'établissement de Constance auprès duquel j'avais postulé. Il est toujours intéressé par ma candidature, et apprenant que je suis libre à compter du 1er octobre, mais aussi que je suis en Normandie suite à mon mariage, nous convenons d'un ultime rendez-vous, le 4 octobre, pour une prise de poste le 8. Je lui glisse au passage que Louise est une infirmière de bloc opératoire expérimentée et habituée à travailler avec moi. C'est donc tous les deux que nous avons rendez-vous le 4 octobre. Lorsque j'annonce la nouvelle à l'amour de ma vie, elle me saute au cou pour un fougueux baiser. Notre nouvelle vie de couple marié semble commencer sous les meilleurs auspices. Mes beaux-parents se réjouissent pour nous, même s'ils sont tristes de nous voir partir si loin. « Constance n'est pas si loin, papa, » se récrie Louise. « Ce n'est même pas à 200 kilomètres de Colmar. »« Oui, je sais bien. Ce que tu oublies, c'est que d'ici, il y a près de 1000 kilomètres. Je vous promets que lorsque nous serons en vacances, nous viendrons vous voir. En voiture ou en train, nous verrons. Si vous ne venez pas en Allemagne, l'Allemagne viendra à vous, dis-je avec un petit sourire. Mon beau-père voit tout de suite l'allusion. Ça, je n'en doute pas, Walter. Les Allemands prennent vite l'habitude de s'installer chez nous. Mais vous serez toujours les bienvenus, vous, ma fille et notre petite Adèle. Et qui sait, peut-être d'autres enfants dans les années à venir. Oh oui, réagit Annabella. Ce serait bien qu'Adèle ne reste pas enfant unique comme vous deux. C'est prévu, maman. Enfin, nous l'espérons. Nous souhaitons néanmoins que Heidi grandisse un peu avant de lui donner un petit frère ou une petite sœur. Elle n'a que 5 mois et demi, et je n'ai commencé à la sevrer que depuis 10 jours. En attendant, nous allons encore profiter de vous trois pendant quelques jours. J'imagine que vous allez partir au plus tard mardi matin. Oui, je pense faire le voyage en 2 jours, confirmai-je. Nous n'avons pas d'autre choix que de passer par Paris. De là, peut-être pourrons-nous avoir des places dans un train de nuit, mais rien n'est moins sûr. Nous verrons bien. Louise a glissé sa main dans la mienne et ne me quitte pas des yeux, semblant en boire mes paroles, ce qui me fait sourire. En effet, ce que je viens de dire est très banal, mais elle se serre contre moi. J'aime quand elle me regarde comme si j'étais la 8e merveille du monde, et je mesure ma chance qu'elle soit aussi amoureuse de moi, tout comme je suis dingue d'elle. Pour moi, la 8e merveille du monde, c'est elle. Un seul regard de sa part me donne tout de suite le sourire, quelle que soit la situation ou le moment. Lorsque nous sommes ensemble, j'aime lui parler, mais j'apprécie aussi le silence en sa compagnie. Je sais qu'avec Louise, j'ai trouvé mon grand amour, le vrai. Parce qu'elle sait toujours comment me faire sentir mieux quand je suis triste, ce qui est devenu rare. Sa simple présence me rend heureux. Elle me fait me sentir incroyablement bien, parce qu'en cas de problème, elle se concentre toujours sur la solution plutôt que sur le problème. Et même si de temps en temps nous ne sommes pas d'accord, ce qui n'arrive guère, elle se soucie plus de mettre fin à la discussion que d'avoir raison. Louise est vraiment une perle. J'ai quelque chose à vous proposer, nous assène Étienne. Disons que c'est un cadeau de mariage de ma part et de celle d'Annabella. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? S'écrie Louise. Venez avec moi, je vais vous montrer. Mon beau-père se lève et se dirige vers le jardin côté rue, vers le bâtiment où il gare sa voiture, mais qui est stationnée pour le moment devant la maison. J'ai certes maintenant une voiture plus récente avec ma Peugeot 202, mais j'ai gardé ma vieille traction Citroën. Si elle vous intéresse, elle est à vous.
C'est pour cela que je ne l'avais pas vendue. Je me suis dit qu'elle pourrait vous être utile quand vous serez en Allemagne. En plus, elle est immatriculée en France. Comme vous allez vivre en zone française, vous n'aurez pas de soucis. Je jette un regard interloqué vers Louise, qui a l'air aussi surprise que moi. Elle n'était donc pas au courant. Étienne, c'est beaucoup trop. Je ne sais pas si nous pouvons accepter. Walter, je ne vous donne pas le choix, à toi et à Louise. Je vous le répète, c'est un cadeau de mariage. Comme vous n'avez eu ni cadeau de fiançailles, ni cadeau pour la naissance d'Adèle, c'est on ne peut plus mériter. Le regard de Louise croise de nouveau le mien et semble me dire d'accepter. D'accord, puisque vous le souhaitez. Je tiens à rester en bon terme avec mes beaux-parents, avançai-je avec un sourire. Qu'est-ce que tu en penses, mon cœur? Ajoutai-je en me tournant vers ma ravissante épouse. En effet, ce serait dommage de se fâcher pour une voiture qui, soit dit en passant, va nous rendre service sur place. Car, si je me souviens bien, Euningen est à une 30aine de kilomètres de Constance, et si nous ne trouvons pas de logement proche de l'hôpital, il faudra parcourir cette distance pour aller travailler. Comme d'habitude, tu as raison, mon amour, dis-je en prenant son visage entre mes mains pour l'embrasser tendrement. Étienne, les mains sur les hanches, nous regarde en souriant, satisfait de la tournure de notre échange. Et il le peut. Au final, il nous rend un sacré service. Il sera plus facile de voyager avec un bébé et nos bagages. Louise sera moins obligée de se restreindre dans le choix de ce qu'elle veut emmener. Si mes beaux-parents ont encore quelques jours pour jouir de notre présence, ce sont aussi pour nous nos derniers jours de vacances en France, avant de retrouver un quotidien complètement nouveau, dans un endroit qui ne nous est familier ni à l'un ni à l'autre. Mais moi, je vais avoir l'avantage d'être dans le pays qui m'a vu naître, même s'il est devenu différent aujourd'hui. À vrai dire, mon land natal de Saxe a des traditions ancestrales bien différentes de celles du pays de Bade où nous allons vivre désormais. L'un avec ses paysages pittoresques et ses villes historiques comme Leipzig, berceau des grands noms de la musique classique. Une région ensoleillée, aux paysages époustouflants avec des vignobles et des collines verdoyantes, des villes et des villages médiévaux. Ma Louise risque d'être complètement dépaysée entre les plats traditionnels de ma mère, comme les koolrouladen, la kartoffelsalade, l'accompagnement incontournable des repas saxons, sans compter les desserts comme le Eierschecke, le Leipziger Lerche, le Quarkkohlchen et le Stollen. La connaissant, je ne doute pas qu'elle veuille s'initier à la cuisine saxonne, mais aussi à la cuisine badoise dont je suis moins familier, à part la Schwarzwälder Kirschtorte et le jambon de la forêt noire. Pendant la sieste de Heidi, nous nous échappons pour faire un tour à vélo. Louise m'emmène jusqu'à la chapelle Saint-Michel, au hameau du bourg de l'Estre, sur une butte dominant la vallée de la Sinope et la baie de Saint-Vaast. C'est un édifice de petite taille, en ruine et complètement découvert, qui présente une nef et une chapelle gothique, mais avec une abside romane épaulée par 2 contreforts plats. Après avoir laissé nos vélos à l'extérieur, nous parcourons les ruines la main dans la main pendant un long moment. Nous réenfourchons nos bicyclettes afin de poursuivre notre promenade jusqu'à la mer. Nous empruntons le chemin côtier jusqu'au petit port dont nous faisons le tour en passant sur les portes à flot. Puis nous longeons la mer, traversant les petits hameaux tels le Taret, les Goujins, le petit hameau des Dunes, Saint-Hubert y croisant une casemate, et enfin les Crutes. Nous allons jusqu'à l'intersection avec la route qui mène à Audouville-la-Hubert, au hameau Motet, où nous prenons le chemin à travers les dunes dans une zone qui n'est pas interdite, près du bunker R612. Nous préférons cet endroit où la végétation est plus dense pour nous y cacher et où nous sommes à l'abri du vent, car les températures sont toujours aussi fraîches. Nous nous asseyons face à la mer, blottis l'un contre l'autre. « Tout ça va te manquer, n'est-ce pas ?» dis-je en enlaçant Louise pour lui tenir chaud. « Pas autant que toi si nous étions séparés, Walter. Toi seul compte à mes yeux. N'en doute jamais. Je sais, mon amour, au point de tout laisser pour moi, renchéris-je. J'espère que je compte autant pour toi, ajoute-t-elle d'un air mutin. Ça doit être le cas, car tu m'as certes vu sous mon meilleur jour, impeccable dans mon uniforme ou dans une jolie robe, mais aussi dans mon pire jour,
débraillés ou en tenue de camouflage, pendant que nous étions dans la résistance, terrorisés dans les abris, ou faisant des crises d'angoisse. Et tu ne t'es pas enfui en courant, tu n'as pas changé d'avis sur moi. Non, parce que pour moi tu es la perfection même, l'assurai-je avec un baiser appuyé. Et moi je t'adore, même lorsque tu chantes sous la douche, bien que tu chantes faux. Mais tu es toujours là pour moi, et tu supportes ma famille et mon impossible frère d'adoption. En effet, et toi, tu vas devoir désormais supporter ma mère. Ne dis pas ça, Gisela est adorable. En moi-même, je souris, car je sais que toutes les choses indispensables dont nous devons discuter se passent naturellement avec ma Louise. Je suis certain que notre couple est solide et que nous finirons nos jours ensemble. Walter, 6 octobre 1945. J'avais décidé de reculer le plus possible notre départ pour Louise. Nous avons donc pris la route le 2 octobre, en tout début d'après-midi, munis de casse-croûtes fabriquées par Annabella, au cas où nous mourrions de faim, et de quoi alimenter Heidi, qui désormais ne bénéficie plus du lait maternel que le matin et le soir, en prévision d'une possible reprise du travail de Louise. Mon épouse adorée avait donc préparé de la compote de pommes pour le goûter de notre trésor. Ma valise n'était pas trop chargée, puisque j'étais toujours habillée par l'armée américaine et que je n'avais qu'une tenue civile dans mon bagage. Ce qui avait permis d'y loger les vêtements de Heidi, qui, avec tout ce qu'Annabella avait confectionné pour elle, ne rentraient pas dans un seul bagage. J'avais d'autres vêtements civils chez ma mère à Hunningen. Bien que nous soyons en voiture, Louise avait fait une sélection dans ses vêtements, pour en laisser quelques-uns lorsque nous reviendrions pour les vacances. Le nécessaire pour le voyage tenait dans mon havresac. Et bien sûr, nos trousses de secours qui ne nous quittent jamais faisaient partie du voyage. Nous étions donc bien chargés, mais très organisés. Au vu de la fraîcheur des températures, Louise avait mis un manteau par-dessus son tailleur, ce qui faisait une pièce encombrante de moins dans sa valise. Nous avions choisi un itinéraire évitant Paris, et qui nous faisait quitter la Normandie natale de Louise le plus tard possible. J'étais conscient du sacrifice qu'elle faisait en quittant tout pour me suivre en Allemagne. Nous avions donc suivi la côte jusqu'à Dives-sur-Mer. À partir de là, nous avions pris la direction de Brionne pour quitter la région normande à Gisors. Nous nous étions arrêtés à Senlis, dans un petit hôtel, pour une nuit de repos, avant de reprendre la route le lendemain. Heidi avait dormi la plupart du temps. Décidément, notre fille s'adaptait à tout. Nous étions repartis vers 8 heures du matin, après la tétée de notre fille et un bon petit déjeuner. Les villes et villages avaient défilé jusqu'à la frontière. Vitry-le-François, Neufchâteau, où nous avions retrouvé les paysages des Vosges, et où nous avions déjeuné. Puis, nous avions atteint Winsenheim, en Alsace, vers 15h30. Nous avions passé la frontière juste après Vogelgrün. Il était 19h lorsque nous étions arrivés à Hunningen. Ma mère, que j'avais prévenue par télégramme de notre arrivée, avait préparé le dîner. Nous avions pu prévenir les parents de Louise que nous étions arrivés sans encombre depuis le bureau de poste le lendemain matin, jour où nous avions rendez-vous avec le directeur de l'hôpital Sankt Vincentius, établissement très orienté vers la chirurgie orthopédique. Ce dernier s'était montré très surpris lorsqu'il avait vu Louise. Disons que j'avais bien remarqué la lueur admirative dans ses yeux lorsqu'il s'était retrouvé face à ma jolie rousse aux yeux outre-mer. J'en avais même éprouvé un peu de jalousie. Mais ma femme avait surtout démontré l'étendue de ses compétences comme infirmière. Et surtout, le directeur avait vite compris qu'il avait tout intérêt à prendre le lot que forme notre couple, moi, chirurgien avec beaucoup d'expérience, et ma magnifique épouse, infirmière de bloc très expérimentée. Il nous avait aussi avoué que beaucoup de médecins et chirurgiens avaient appartenu à l'une des nombreuses organisations déclarées criminelles et purgé des peines de prison, ce qui contribuait à une pénurie. Certains profitaient de cette situation pour se faire passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Beaucoup de faux doctoren exerçaient certainement, car il était pratiquement impossible d'établir un contact quelconque avec certaines villes. Il avait précisé qu'à l'usage, on s'apercevrait certainement de la limite des connaissances de ces faux médecins ou chirurgiens. En ce qui nous concernait, ils pouvaient facilement appeler le commandement américain,
Je pense qu'il l'avait d'ailleurs déjà fait, d'autant plus facilement que du début 1945 jusqu'à sa fermeture, le 21e General Hospital fonctionnait sous le commandement du 6e groupe d'armée des États-Unis. Le dit directeur pouvait facilement se renseigner auprès du général Jean Delattre de Tassigny, même si celui-ci avait regagné la France depuis juillet, remplacé par le général Koenig comme commandant en chef de la zone d'occupation française, ou auprès du général Patch et du général Devers, repartis tous deux aux États-Unis. Nous étions de toute façon tous les deux en mesure de lui fournir nos diplômes et nos états de service. Restait le problème du logement, car Euningen se trouve à 30 kilomètres et malgré l'attraction de mon beau-père, nous aimerions trouver quelque chose de plus proche de notre lieu de travail. Notre futur employeur ne nous avait pas caché qu'il ne serait pas facile de trouver un appartement ou une maison, car les occupants français étaient nombreux, bien qu'ils le soient moins qu'à Baden-Baden, où il est impossible de trouver quoi que ce soit. Devant notre étonnement, il avait précisé que, bien que la zone française soit de loin la plus petite des trois, elle était certainement celle où il y avait le plus d'occupants. La raison n'en était pas tant le nombre des administrateurs français, pas plus élevé en proportion que celui des fonctionnaires britanniques, que la proximité de la France. Les autres occupants avaient eux aussi le droit de faire venir leur famille. Mais la définition de la famille était particulièrement élastique en zone française, s'étendant jusqu'à la grand-mère par alliance ou au petit-neveu. Louise n'avait pu s'empêcher de rire, mais avait rassuré le directeur en lui précisant que nous n'étions que trois. Ce dernier lui avait rétorqué que nous n'étions pas des occupants non plus, car si elle était française, moi j'étais allemand. Certes, il y avait de nombreux Français, mais l'afflux de réfugiés et de réinstallés était également constant, au point que la population de Constance dépassait désormais les 40 000 habitants. La pénurie devenait donc catastrophique. Nos premières recherches étaient restées infructueuses. Nous n'étions certes pas à la rue, puisque nous pouvions continuer à habiter Euningen. Mais nous ne devions pas perdre de vue l'aspect pratique pour nos professions, surtout en ce moment où les moyens de locomotion restaient limités. Les forces françaises d'occupation réquisitionnaient quasiment tout, comme les forces allemandes l'avaient fait en France dans leur temps. Mais beaucoup d'habitants ne semblaient pas en avoir conscience, ou préféraient peut-être ne pas le faire. Je ne connaissais pas grand monde dans la ville, à part le confrère chirurgien qui m'avait permis de trouver l'appartement de Ningen pour ma mère à la fin de 1943. J'avais repris contact avec lui, ce qui était facile, puisque j'allais d'ici quelques jours travailler dans le même établissement que lui. Ce soir, nous avons d'ailleurs rendez-vous chez lui pour le dîner. Il habite avec son épouse et ses enfants à Wolmatingen, sur la Litzelstädte Straße. Louise a mis une robe dont j'avais reconnu le tissu, le tartan des Mackenzie, qu'elle portait avec une veste blazer à revers verte et le béret qu'elle portait pour notre mariage civil. Je sais qu'elle a fabriqué ses vêtements avec Annabella, qui lui a d'ailleurs donné quelques mètres de tissu pour elle et ma mère, dont du tweed, du prince de Galles et de la laine ramenée d'Écosse par Moira et Eileen. De quoi les habiller ainsi que Heidi pour l'hiver. Notre bébé porte d'ailleurs pour la première fois une jolie robe que sa mère lui a tricotée. Bref, ma femme est resplendissante. Impossible d'en douter, car lorsque Georg nous ouvre la porte, il reste un moment interdit devant elle, comme s'il voyait une apparition. Mais il se ressaisit très vite. « Entrez, ne restez pas dehors, il fait frais ce soir. » Une fois à l'intérieur et que son épouse Katharina la rejoint, il commence les présentations. « Käthe, je te présente mon confrère Walter et son épouse Louise. »« Je suis enchantée, dit notre hôtesse en nous serrant la main avec un large sourire. « Et cette jolie petite fille, comment s'appelle-t-elle » C'est vrai qu'elle est à croquer, d'autant qu'elle sourit tout le temps, dévoilant son unique dent pour le moment. Tout va bien tant qu'elle a son teddy-bear près d'elle, un cadeau que Mackie lui avait rapporté au moment du mariage. « Adèle, répond Louise, mais nous avons pris l'habitude de l'appeler Heidi. Seuls mes parents en France l'appellent Adèle. La dite Heidi Adèle, que je porte dans mes bras, observe ces nouveaux visages et doit finir par se dire qu'ils sont sympathiques, car elle leur adresse un beau sourire. Mais son regard est vite attiré par les enfants du couple que Käthe nous présente. Gita,
une fillette de 6 ans, et Klaus, un garçon de 3 ans. La première aimerait jouer à la poupée avec notre fille, et le second est plus intéressé par Teddy Bear. La discussion s'installe très vite, car Georg, qui devient désormais mon collègue, ne m'a pas revu depuis la fin 1943. Il se rappelle qu'en janvier 1944, j'avais été envoyé en France, en Normandie. Alors, raconte-moi, tu as dû être aux premières loges pour le débarquement, commence Georg. Je peux tout lui dire, car mon confrère était profondément anti-nazi. Je relate donc les circonstances de ma rencontre avec Louise à Valogne, la dénonciation dont j'avais fait l'objet et ma fuite pour échapper à la Gestapo, puis mon rôle dans la résistance française, où j'étais resté dans mon rôle de médecin, sauf lorsque nous avions poursuivi Lecoq et ses amis miliciens à Coutances, le seul homme que j'ai tué de sang-froid pendant toute la durée de la guerre. Les questions fusent de la part du couple. Nous devons donc raconter la suite, l'arrestation de Louise par les miliciens, mes recherches et mon engagement dans le service de santé de l'US Army comme chirurgien, jusqu'à mes retrouvailles avec une Louise enceinte de moi, notre travail ensemble au 21e général et ma démobilisation quelques jours auparavant, sans omettre notre mariage le 24 septembre. Vous n'avez pas peur que votre pays vous manque, Louise, s'enquiert Katharina. Ma décision a été mûrement réfléchie. En octobre 1944, lorsque j'ai retrouvé la mémoire et que j'ai su que Walter s'était engagé dans la division de l'armée américaine qui allait se diriger le plus vite vers l'Allemagne pour avoir les moyens de me rechercher, je n'ai pas hésité une seconde. Il était persuadé que j'avais été déporté à Ravensbrück, d'autant que des témoignages l'avaient conforté dans ce sens. De mon côté, j'ai tout fait pour repérer où sa division était, pour me rapprocher de lui le plus possible. Nous nous sommes retrouvés en décembre, et tout ce temps, je l'ai passé loin de chez moi. Mais j'étais avec Walter. C'est tout ce qui comptait pour moi. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. En outre, il n'y a qu'ici, en Allemagne, qu'il peut exercer son métier, qui est aussi sa passion. Et je veux qu'il soit heureux. Certes, ma famille va me manquer, mais ils ne vivent pas au bout du monde. Ceci dit, vous n'allez pas être dépaysé, car il y a beaucoup de Français à Constance, aimait Georg pince sans rire. Mon but n'est pas de vivre parmi eux. Mon mari est allemand et je préfère vivre comme la population allemande. Et nous voulons que notre fille connaisse les 2 cultures, qu'elle parle les 2 langues, ainsi que l'anglais, qui est ma seconde langue maternelle. Georg et Katharina nous considèrent étonnés. Louise est franco-écossaise, intervient-je. Que nous maîtrisions la langue anglaise tous les 2 nous a facilité la tâche, à bien des égards, poursuit Louise. Dès les premières heures du débarquement, nous avons soigné des soldats américains blessés et nous n'avons cessé ensuite de prendre en charge des soldats alliés ou allemands, bref, de toutes sortes de nationalités. Nous avons fait très rapidement connaissance avec les officiers supérieurs et beaucoup nous ont aidés, que ce soit le major général Barton, le major Barfield, le général Collins et bien d'autres. Voyez-vous, depuis presque 2 ans, j'ai passé plus de temps avec des soignants américains que français. Ma meilleure amie à Toul était une Américaine qui avait épousé un officier britannique, et j'avais demandé à soigner les soldats allemands blessés prisonniers pour perfectionner mon apprentissage de votre langue, mieux connaître votre culture. Mon projet était de vivre avec Walter, quoi qu'il arrive, et je savais que très probablement ce serait ici, en Allemagne. Et maintenant, nous cherchons un endroit où loger, car nous habitons Euningen, mais c'est un peu loin de Constance, notamment pour assurer les gardes, dis-je, après avoir embrassé ma femme adorée sur la tempe. Georg nous réaffirme ce que nous avait déjà dit le directeur de l'hôpital, à savoir que les autorités françaises avaient commencé à réquisitionner appartements et maisons. Souvent, les habitants devaient quitter leur maison en quelques heures et laisser derrière eux des meubles et des articles ménagers, explique-t-il. C'est à croire que toutes les forces d'occupation agissent de la même façon, s'exclame Louise avec un petit sourire. Et moi, j'arrive en Allemagne pour continuer à vivre ce que nous avons vécu avec mes compatriotes depuis 1940. N'y voyez aucune critique, c'était la guerre. Je trouve seulement dommage que ça se passe ainsi. Ceci dit, je sais aussi que vous avez vécu le rationnement pendant cette fichue guerre. Finalement, nous sommes tous dans le même bateau.
Et puis, j'ai déjà entendu beaucoup de choses depuis le peu de temps que je suis ici, sur Delattre en particulier. Certaines m'ont fait sourire. Delattre avait en effet agi comme le militaire qu'il était. Il avait commandé et négocié avec une étourdissante rapidité. Sous son impulsion, les 2e et 5e bureaux chargés d'arrêter les nazis, de faire réparer les routes et les voies de chemin de fer, du retour des prisonniers en France, étaient entrés en action dès le premier jour. Mais son objectif principal était de faire respecter la France, à travers sa personne et son armée. Nous ne pouvons pas dire que le bref règne de Delattre a servi les intérêts de la France, avoue Georg. Il a maintenu l'armée à un bon niveau, mais sa prétention de nommer celle-ci Rhin et Danube a paru ridicule à beaucoup d'Allemands. Ses extravagances, son incapacité à donner des directives politiques précises, avec pour conséquence une totale incohérence de l'administration locale de la zone, ont inspiré à la majorité un profond ressentiment. Oui, nous savons, dis-je. Nous connaissons son surnom ici, der Ungekrönter König, parce qu'il avait un jour planté sa tente dans un beau château de Bavière, à Lindau, et se conduisait en véritable potentat des temps modernes. En effet, les civils allemands éprouvent de la rancœur, une rancœur encore accentuée par les mauvaises conditions de vie qui leur sont imposées face aux largesses dont semblent bénéficier les troupes d'occupation, précise Georg. Il est vrai qu'immédiatement après la défaite, le rationnement était inévitable dans toutes les zones, mais une façon de vivre moins criarde de la part des Français dans notre zone pourrait atténuer les souffrances imposées, au moins sur le plan psychologique. Louise intervient en disant qu'elle comprend la réaction des habitants de la zone. Parmi les extravagances, elle rappelle la fête organisée en l'honneur du général Devers, lorsqu'il avait quitté son commandement, une fête symbole de la reconnaissance du 6e groupe d'armée US dont faisait partie la première armée française, et de son attachement envers son chef. Devers s'était fait accompagner par 15 généraux et 200 officiers, choisis parmi ceux qui avaient eu les contacts les plus étroits depuis le début de la bataille de France avec les combattants de l'armée française. À midi, un grand vapeur blanc, battant pavillon du général Delattre et portant sur sa coque les mots Rhin et Danube, avait amené les invités à Constance, sur les lieux de la prise d'armes d'ouverture. Devant le général Devers, les unités françaises avaient défilé, ceux de l'infanterie, des blindés, du choc, de l'artillerie, les goums, les spahis, le génie, bref, ceux de tous les rendez-vous héroïques. Le grand vapeur avait emporté les invités vers un immense parc magnifiquement arboré. Les fastes et les frasques de Delattre n'avaient pas tardé à être connus également de l'opinion publique française. Nommé chef d'état-major général, Delattre avait quitté l'Allemagne en août. Son départ avait coïncidé avec la réorganisation de l'armée, à savoir le remplacement des régiments qui avaient pris part à l'invasion du Reich par des troupes issues de la résistance, puis par les appelés des classes de l'immédiate après-guerre. Et si j'ai bien suivi, déclarai-je, vous n'appréciez pas plus Koenig qui a remplacé Delattre. Pour l'instant, en effet, répond mon confrère et ami, autant à cause de son nom que de sa manière de gouverner. Il est surnommé der Tsar König. C'est vrai que ces parades dans les rues sont assez navrantes, quand on sait que pendant ce temps, d'autres soldats français partent se faire tuer en Indochine, ne peut s'empêcher de dire Louise. Dois-je te rappeler, chérie, que nos troupes ont tout autant paradé dans toutes les villes françaises en 40, interviens-je. L'objectif est peut-être de séduire, mais surtout de frapper les imaginations. Je comprends néanmoins que cette manie de l'ostentation, pas aussi typiquement française que je le croyais, comme vient de me le faire remarquer mon cher époux, soit tournée en dérision. Je me demande jusqu'à quel point ce déballage ne sert pas plutôt à cacher le complexe d'infériorité qu'a la France vis-à-vis des autres alliés. Et j'imagine que vous jugez la France sur la défaite de 1940, et que si la résistance française a joué un grand rôle, la Yougoslavie, l'Italie et d'autres pays ont eu eux aussi des maquis. Et puis, c'est avec des armes américaines que l'armée française a pu franchir le Rhin et le Danube. Vous avez vu juste, Louise, réagit Georg. Nous savons aussi qu'en zone anglo-américaine, les habitants sont mieux nourris et que l'occupant n'y prélève pas de réparation pour assurer la vie quotidienne de sa propre nation. Mais en ce qui me concerne, je n'ignore pas que les Français ne sont pas mieux lotis que nous et qu'ils sont tout aussi rationnés, même si le territoire est libéré depuis plus d'1 an. Oui,
La nourriture, les vêtements, les médicaments, le charbon et le bois, tout fait encore défaut, surtout en ville. Les gens s'en sortent mieux à la campagne. Nous s'y sommes habitués depuis 5 ans. Espérons que les choses s'améliorent petit à petit. Il y a tant à reconstruire ici comme en France. Cette phrase conclut le sujet de l'opinion publique sur l'occupation française. Mais Georg n'oublie pas que nous sommes à la recherche d'un logement et nous demande ce que nous souhaitons. Nous n'avons pas d'exigences démesurées, dis-je. Nous ne demandons pas à habiter tout près de l'hôpital dans le centre de Constance. Nous avons bien compris qu'il valait mieux s'en éloigner un peu. Tu sais, Walter, d'ici je suis à 4 kilomètres de l'hôpital et je mets une vingtaine de minutes à vélo pour m'y rendre. Le coin est assez tranquille et nous avons eu la chance de ne pas être réquisitionnés. Cette maison appartenait à mes beaux-parents qui venaient ici en villégiature autrefois. Ce genre de quartier nous conviendrait, même s'il y a 5 ou 6 kilomètres à faire. Ce n'est pas la mer à boire, et un appartement nous suffirait. Écoute, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Il s'agit d'une maison avec un jardin à Aigues, un village juste à côté. Si vous avez un moment demain, nous pourrions aller y jeter un coup d'œil. Elle appartient à une dame âgée, veuve, qui cherche à se rapprocher de ses enfants à Freiburg. En revanche, je ne sais pas trop si elle cherche à la vendre ou à la louer. Il y aurait certainement aussi quelques travaux à faire. Nous pouvons toujours aller voir, ça ne mange pas de pain, dit joyeusement. Le repas, l'Abendbrot que Louise a découvert en arrivant en Allemagne et apprécie beaucoup, se poursuit avec de joyeuses discussions sur les enfants. Les frasques de certains Français reviennent aussi sur le tapis, mais il s'agit d'anecdotes plutôt comiques. Et Louise est certainement celle qui en rit le plus. De ce fait, Georg et Käthe, qui au départ se censuraient un peu, n'hésitent plus à se moquer ouvertement. Louise, j'aimerais savoir si toutes les femmes françaises sont comme celles que nous croisons dans le centre de Constance, prétentieuses et plutôt frivoles. Il paraît d'ailleurs qu'elles sont pires à Baden-Baden, arrogantes et exigeantes. Eh bien, c'est difficile de répondre à cette question. Comment se comportent-elles exactement ? Mais je vous en prie, Käthe, tutoyez-moi s'il vous plaît. D'accord, mais tutoie-moi aussi. C'est entendu. Donne-moi des exemples de celles que tu as croisées. Eh bien, elles nous regardent de haut, d'un air méprisant. Beaucoup se comportent en parvenus, car crois-moi, je sais faire la différence entre quelqu'un qui a été élevé dans une famille bourgeoise ou non, ou qui a reçu une solide éducation. Et les femmes qui sont issues de ces milieux sont généralement respectueuses. Mais celles que j'ai vues ne le sont pas. D'autres se comportent carrément en putain, ajoute-t-elle tout bas. Je ne sais pas quoi te dire, Käthe, à part que le fait que personne ne les connaisse ici a vraisemblablement pour conséquence qu'elles se permettent de jouer les grandes dames qu'elles ne sont pas en réalité, parce que leur mari ou amant a obtenu un poste plus important qu'en France. En tout cas, elles doivent se dire que, faisant partie du camp des victorieux, elles peuvent en imposer aux autres. Cela ne justifie pourtant pas leur conduite. Louise a raison, dis-je. Il y a certainement une volonté, si ce n'est de vengeance, au moins celle de faire sentir qu'après avoir courbé l'échine devant l'occupant allemand chez elles, pendant 4 ans, elles vont à leur tour, par ce comportement dédaigneux, nous faire comprendre qui occupe l'autre. Mais crois-moi, les Françaises ne sont pas toutes comme les pain-bêches que tu as croisées. Sinon, je ne serais pas tombé amoureux de l'une d'elles. Katharina me fait remarquer, moqueuse, que Louise est à moitié écossaise. Ce à quoi je lui rétorque que son côté franchouillard ressort beaucoup plus que l'écossais. Mais c'est quand même moi qui évoque la brochure, qui est remise aux soldats français des forces d'occupation. Celle-ci leur rappelle leur droit d'être fiers et leur devoir, par leur exemple, leur dignité, leur conduite, de servir la cause de la France. Quant à l'attitude envers les Allemands, il leur est rappelé qu'elle doit être simple et correcte, et qu'elle ne doit pas être brutale, arrogante ou provocatrice. Ce petit fascicule remet les pendules à l'heure par rapport à ce que les soldats ont peut-être entendu sur l'Allemagne, que c'est la vie de château et qu'on y festoie tous les jours. En effet, ce n'est pas le cas. Toutefois, selon le fameux livret, ces soldats sont assurés d'y trouver une vie sportive et agréable, une nourriture suffisante, des conditions matérielles convenables, des cigarettes à un prix modique, des foyers, des cantines, des jeux, des sports, des spectacles, organisés pour eux, dans une ambiance de travail et d'honneur militaire. Ils sont avertis qu'avec les Fräulein, ils doivent être dignes, réservés et prudents.
Cette brochure contient aussi des mises en garde, comme ne t'éloigne jamais avec une confidente de fortune. Des jaloux te guettent et n'attendent qu'une occasion pour te régler ton compte au moindre risque. Il aurait par exemple déconseillé d'assister aux bals et aux réunions allemandes, car ce n'est pas leur place. Leur présence risquerait de faire éclater des bagarres. Il leur est dit de toujours être sur leur garde avec de nouvelles connaissances et de retenir le signalement du suspect sans montrer sa méfiance et d'en rendre compte à leur chef. Ils ont tous la consigne de se méfier des oreilles indiscrètes, de ne jamais parler de leur service et de toujours penser aux voleurs lorsqu'ils sont de garde près d'un entrepôt de vivres, aux incendiaires près d'un dépôt d'essence, aux saboteurs près d'un dépôt de matériel, à ceux qui peuvent attenter à leur vie près d'un dépôt d'armes. Et pour conclure, annonçai-je, l'opuscule insiste que c'est sur eux, leur tenue, sur chaque Français en occupation, que les Allemands et les étrangers jugeront. Il aurait peut-être dû préciser sur chaque Français et Française, complète Louise. Je ne suis pas certaine que les épouses et familles des soldats aient lu ces consignes. Tu as raison, mon amour. D'autant que sur la 4e de couverture, il est noté « Occupation, discrétion ». Les Françaises qu'a vues Katharina n'ont pas l'air de l'être. Sans doute des Parisiennes, car les provinciales ne sont pas si arrogantes, sauf peut-être quelques spécimens dans certaines grandes villes. Vous voyez quand je disais qu'elle était franchouillarde. Notez que c'est un chauvinisme provincial, et même très normand, ajoutai-je en riant franchement. Nous en avons ri tous les quatre, car Louise reconnaît sans problème son attachement à sa région. Elle a d'ailleurs emmené dans ses bagages un album photo contenant des clichés de nous deux depuis que nous nous connaissons, de sa famille, des personnes qui ont marqué sa vie et la mienne dans la Résistance, de notre mariage, et aussi des photos de la propriété des Drouin et de la région. Toutefois, nous devons prendre congé vers 22 heures, de manière à être rentrés avant le couvre-feu, qui est à 23 heures. De toute façon, nous revoyons Georg le lendemain, pour voir cette maison à Aigues, et nous avons aussi prévu de dîner ensemble à nouveau, si ce n'est dans notre nouvelle demeure, si nous en trouvons une, au moins à Uningen, dans le cas contraire. Ce sera l'occasion de leur montrer les photos de l'album de Louise.